Donc on va passer au deuxième dossier. Donc c'est un dossier de pédiatrie. Vous voyez en consultation Jérôme, qui a 2 ans et 11 mois, et qui pour la 5e fois cet hiver se présente à votre cabinet. Cette fois-ci, il a une otite moyenne aiguë droite et c'est le 5e épisode. Vous l'aviez déjà vu le mois dernier pour la même pathologie, mais à gauche. La guérison avait été contrôlée par un ORL et il n'a pas eu d'autres infections entre-temps. Sur son carnet de santé, vous apprenez que Jérôme est allergique à la pénicilline. Il est né à terme, tous ses vaccins sont à jour. Sa mère ajoute qu'elle le garde elle-même, elle, lui et ses 4 enfants. Jérôme est le dernier. Donc la première question, quels sont les facteurs de risque que vous devez rechercher devant des infections ORL à répétition, particulièrement chez cet enfant? Donc le premier facteur de risque le plus fréquent, c'est la vie en collectivité, c'est-à-dire le mode de garde en crèche. Ensuite, il y a un certain nombre de pathologies qu'il faut bien rechercher chez les enfants, notamment la carence martiale, le terrain atopique, le reflux gastro-œsophagien, l'hypertrophie des végétations adénoïdes, le tabagisme passif, un déficit immunitaire à côté duquel on serait passé, et les troubles mucociliaires. En fait, c'est important de chercher toutes ces causes-là parce que c'est des causes sur lesquelles on peut jouer pour essayer de limiter au maximum les infections ORL chez les enfants. C'est normal de faire des infections ORL quand on est petit parce que c'est des maladies de développement du système immunitaire, mais c'est pas normal de faire 5 otites en 5 mois. Qu'est-ce que vous entendez par troubles mucociliaires ? Les troubles mucociliaires, c'est toutes les pathologies type mucoviscidose et tous les autres troubles, pathologies des cils qui empêchent la bonne motricité du mucus sur les muqueuses et qui, à cause de cette stagnation, ça favorise des infections diverses et variées. Donc le chef de file, évidemment, c'est la mucoviscidose. Donc la deuxième question, quels vont être les principes de votre traitement initial chez cet enfant ? Déjà, il faut que vous précisiez bien que c'est un traitement ambulatoire. Je pense qu'avec les nouvelles modalités de l'exercice de la médecine en France, alors que nous, on commençait toujours par répondre à nos questions hospitalisation, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de questions. Il va falloir commencer par dire que non, on n'hospitalise pas les gens, on peut aussi les traiter chez eux. Donc ici, évidemment, c'est un traitement ambulatoire. Il va falloir proposer des DRP, des obstructions rhinopharyngées, à l'aide de sérum physiologique, et une antibiothérapie qui va être probabiliste, type chez cet enfant allergique à la pénicilline, pédiazole, c'est-à-dire du macrolide, 50 mg kilo jour, pour 8 à 10 jours. Ensuite, le traitement symptomatique chez l'enfant, toujours un antipyrétique, n'oubliez pas les convulsions hyperthermiques. Donc antalgique antipyrétique, paracétamol 60 mg kilo jour, en 4 prises par jour. Et toujours la surveillance à la fin du traitement. Surveillance médicale de l'évolution, disparition d'une part de l'otalgie et d'autre part de la fièvre en 48 heures, avec une consultation de contrôle à la fin du traitement par un ORL. Je vous rappelle que malgré le fait que cet enfant ait fait 5 otites en 5 mois, l'otite récidivante n'est pas une indication à la parasynthèse. On va rappeler rapidement les indications à la parasynthèse qui sont d'une part des indications uniquement dues au terrain de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant HIV ou l'enfant sous corticoïdes ou l'enfant immunodéprimé. Toujours, c'est-à-dire parce qu'il est greffé ou quelque chose comme ça. Ces trois-là, toujours vous leur faites une parasynthèse sans réfléchir quand ils ont une otite. Ensuite, effectivement, quand il y a un échec de traitement, l'échec du traitement probabiliste, c'est une indication à faire une parasynthèse, c'est-à-dire que s'il y a toujours de la fièvre et des douleurs au bout de 48 heures, parasynthèse. Traîne dans les livres le concept d'otite hyperalgique. C'est pas l'arlésienne, mais presque, c'est-à-dire que les otites, ça fait toujours super mal. Si effectivement, quand vous faites l'autoscopie, vous voyez que le tympan est extrêmement bombant et que c'est comme un abcès en fait, vous savez bien que quand on ouvre l'abcès, après on a moins mal. Si vraiment l'enfant hurle de douleur, etc., effectivement, c'est une indication à la parasynthèse. Enfin, la dernière indication à la parasynthèse qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est le bébé de moins de 3 mois. À cause des germes qu'il va avoir qui vont être complètement différents de l'enfant plus âgé, entre guillemets, et donc qui va du coup pas bien répondre à un traitement probabiliste. Donc l'enfant de moins de 3 mois, toujours vous lui faites une parasynthèse également. Par contre, l'otite récidivante, comme ici, ça ne sera pas une indication de parasynthèse. Vous faites le traitement probabiliste comme d'habitude, et si vous êtes en échec de traitement probabiliste, parasynthèse, mais pas en première intention.
Donc on va continuer sur la troisième question. Donc toutes les causes évoquées dans la première question n'ont pas été retrouvées. On décide néanmoins d'éliminer chez cet enfant la possibilité d'un RGO. Du coup, quels examens est-ce que vous allez demander et quel traitement vous auriez mis en route si ce RGO devait se confirmer? Donc il va falloir que vous demandiez une pH-métrie œsophagienne sur 24 heures, qui va être donc l'examen qui permet le diagnostic du RGO chez l'enfant. Et si le RGO était confirmé par cet examen, il faudrait donc d'une part proposer les mesures hygiéno-diététiques habituelles, à savoir chez l'enfant l'épaississement des repas par de l'amidon ou du gélopectose, et supprimer les différentes autres causes qui ne font qu'aggraver le RGO, comme le tabagisme passif. Ensuite, comme autre médication, vous pouvez proposer des protecteurs de muqueuse gastrique genre Gaviscon, 1 mg kg jour, qui doit être pris donc en postprandial. Et donc après, on ne prend rien par-dessus le Gaviscon, puisque c'est un espèce de pansement pour l'estomac. L'équivalent, c'est le gel de polyxylane pour les enfants. Enfin, on peut éventuellement proposer des prokinétiques en cas d'échec de tout le reste, type prépulside, 1 mg kg jour en 4 prises. Et par contre, le prépulside, c'est 15 minutes avant les repas. Donc les différentes mesures que vous avez prises ont été efficaces, puisque vous ne revoyez Jérôme que 6 mois après. Mais cette fois-ci, il présente une fièvre à 39,5, une rhinorrhée purulente. Sa mère est inquiète à cause de son œil. Quel diagnostic allez-vous évoquer et pourquoi? Donc vous avez ici la photo de Jérôme, que vous voyez un œil qui est extrêmement gonflé, qui est tellement gonflé qu'il s'ouvre plus tellement à gauche en fait. Donc ça, c'est un aspect assez typique, vu l'âge, la sévérité du tableau de sepsis et la rhinorrhée purulente, d'une ethmoïdite aiguë gauche. N'oubliez pas de mettre le côté. En ORL, on est toujours pair. Il y a 2 oreilles, il y a 2 côtés pour les sinus, il y a 2 amygdales, donc il faut toujours bien mettre le côté. Et donc ensuite, vous justifiez. Donc ici, vous avez une inflammation de l'angle interne de l'œil gauche et de la racine du nez, avec un œdème palpéoral et un début de collection. Bon, ça, on le voit moyennement. Et donc, vous avez également une fièvre élevée et une rhinorrhée purulente. N'oubliez pas que la rhinorrhée purulente peut manquer. Il faut toujours évoquer l'ethmoïdite devant un œil gonflé comme ça chez un enfant, même si le nez ne coule pas. Ensuite, question numéro 5. Quels sont les signes de gravité à rechercher? Donc, dans un premier lieu, n'oubliez pas de bien ranger vos idées. Vous commencez par chercher des signes généraux. Donc, d'une part, les signes de déshydratation chez l'enfant ou les signes de choc. Ensuite, vous allez chercher des signes de complications locales. Donc ici, la complication numéro 1 de l'ethmoïdite, ça c'est du cours bête et méchant, c'est les complications orbitaires. Donc il va falloir que vous cherchiez des signes orbitaires en faveur d'une cellulite ou d'un abcès intraorbitaire. Donc ces signes-là, ça va être une exophthalmie, une diplopie ou une atteinte oculomotrice, une baisse d'acuité visuelle, voire une anesthésie cornéenne ou une mydriase. Enfin, le dernier endroit où peut se diffuser l'infection, c'est vers le cerveau. Donc vous allez chercher des signes de complications neuroméningées, comme une raideur méningée, des nausées, des vomissements ou des signes de localisation. Ensuite, on vous demande dans la question numéro 6 quels examens complémentaires vous allez demander. Donc, vous rangez bien vos idées encore une fois. On commence par demander des examens classiques généraux devant un sepsis, une NFS VS-CRP, des hémocultures répétées, si possible au pic fébrile, avec mise en culture en milieu aérobie et anaérobie. Mettez bien toute la phrase, on ne sait jamais où vont être les points. Ensuite, vous allez demander des prélèvements bactériologiques locaux, multiples, c'est-à-dire principalement les fosses nasales et les cul-de-sac conjonctivaux, ici, avec bien sûr la demande d'un antibiogramme sur le germe retrouvé qui va donc être mis dans le prélèvement bactériologique et dans l'hémoculture. Alors ensuite, l'examen de référence pour une ethmoïdite, c'est de réaliser un TDM du massif facial en coupe axiale et coronale en urgence. Ce n'est pas forcément la peine de l'injecter, il faut absolument qu'il y ait un écrit en urgence par contre. Ça va être cet examen qui va vous confirmer le diagnostic puisqu'il va vous montrer un comblement de tout l'ethmoïde antérieur chez l'enfant et qui va aussi vous permettre de chercher les complications qui sont donc principalement ophtalmiques ici, notamment l'abcès sous périostée intraorbitaire. Ne fait-on pas d'examen ophtalmologique? Alors, d'une part, en fait, c'est pas un problème. On ne fait pas d'examen complémentaire ophtalmologique. Ici, on est dans la question, c'est vraiment examen complémentaire. Les examens complémentaires ophtalmologiques, ça va être un test de Lancaster pour chercher une diplopie, par exemple, ou un champ visuel numérisé pour chercher une baisse d'acuité visuelle ou des choses comme ça. Ce n'est pas des examens que vous allez avoir en urgence à 3h du matin, croyez-moi. Déjà que vous allez avoir du mal à les avoir dans la journée ou programmés pour dans 15 jours. Ce n'est pas possible de les avoir
devant un tableau comme ça. Effectivement, on cherche cliniquement des signes d'atteinte ophtalmo, mais on ne demande pas des examens complémentaires ophtalmo parce qu'on ne les aura pas. Et parce que je pense que ça. Enfin, moi, je serais à la fac, j'aurais mis 0 ou 4 sur quelqu'un qui me mettrait un examen ophtalmo, un examen complémentaire ophtalmo, parce que ça montre vraiment qu'on n'a pas compris l'urgence du diagnostic là et qu'on demande des choses qu'on n'aura que dans 15 jours, quoi. Donc non, ne demandez pas d'examen ophtalmo, ça sert à rien, c'est pas une indication, c'est écrit nulle part dans les livres, c'est qu'il y a une raison en fait. Ensuite, question numéro 7, quels sont les germes les plus fréquemment responsables de cette pathologie? Donc ici, les germes les plus fréquemment retrouvés, ça va être l'Haemophilus influenzae, le Staphylococcus aureus et exceptionnellement les anaérobies. Et le pneumocoque? Ah, alors, le pneumocoque, il n'est pas responsable des sinusites chez les enfants. Chez les enfants, on n'a pas la même bactériologie que chez les adultes. C'est comme un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les otites, sur le fait qu'il fallait absolument prélever les enfants de moins de 3 mois parce qu'ils n'avaient pas du tout le même écosystème que les enfants plus grands ou que les adultes, et que c'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire un traitement probabiliste. Là, c'est pareil. Les sinusites chez les adultes, effectivement, c'est d'abord Moraxella catarrhalis et le pneumocoque, et parfois un peu Haemophilus influenzae. Ici, on est chez un enfant, c'est une ethmoïdite. La bactériologie, elle va être complètement différente. Il n'y aura pas de pneumocoque. Ça va être principalement Haemophilus influenzae ou le Staphylococcus aureus qui vont être retrouvés. C'est aussi pour ça que c'est aussi grave d'ailleurs. Donc on va passer à la question 8. Il faut donc décrire l'examen complémentaire qu'on vous a fourni. Je vous rappelle que la première chose dans ces cas-là, c'est de commencer par dire, même si c'est évident pour vous, qu'est-ce que c'est comme examen complémentaire. Donc ici, il s'agit d'un scanner cervico-facial en coupe horizontale avec injection. Vous pouvez éventuellement préciser la hauteur en disant qu'il passe par les orbites. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur ce scanner? D'une part, vous voyez que l'ethmoïde gauche est complètement comblé, avec des cellules qui sont pleines, contrairement à l'ethmoïde droit. Regardez bien, toutes les cellules sont vides à droite. Donc ça, c'est l'ethmoïdite, c'est la sinusite ethmoïdale. Ensuite, vous avez les signes de complications que vous voyez ici. Donc, vous voyez une masse intraorbitaire gauche qui va être grossièrement hypodense avec un rehaussement périphérique, qui est en forme de lentille grossièrement écrasée. Et ça, c'est typique d'un aspect supériorité intraorbitaire gauche. Mettez-vous bien cette image dans l'œil parce qu'elle est hautement tombable à mon avis. On va passer ensuite à la question numéro 9. Question numéro 9, quels sont les principes de votre attitude thérapeutique? Donc, la première chose à mettre, c'est qu'il faut hospitaliser cet enfant en urgence. Ça, c'est vraiment un motif de 0 à la question, au cadre, voire au dossier. C'est une des maladies les plus graves qui existent chez l'enfant, d'une part à cause du sepsis, de l'autre à cause du pronostic ophtalmo. D'accord? Donc, vous mettez une hospitalisation en urgence. Ensuite, le traitement, ça va être une voire triantibiothérapie intraveineuse qui va être donc parentérale, synergique bactéricide active sur donc le staphylocoque et les anaérobies. Et donc, vous allez proposer une C3G avec une phosphomycine plus un aminoside. Ensuite, secondairement, vous adapterez votre antibiothérapie aux données de l'antibiogramme sur les prélèvements divers et variés que vous avez fait dans la question d'avant. Ensuite, il va falloir, comme vous avez vu qu'il y avait une complication, réaliser un drainage chirurgical qui est le plus souvent fait par voie externe, également en urgence et sous anesthésie générale. Je vous rappelle que c'est l'enfant et qu'il convient donc de toujours mettre des antalgiques antipyrétiques à cause des complications de la fièvre, donc le paracétamol 60 mg/kg en 4 prises par jour, vous commencez à connaître ça. Enfin, on propose quand même la désobstruction rhinopharyngée, ce n'est pas vraiment l'urgence dans le cas précis, mais il faut mieux le mettre quand même. Et la surveillance, ici ça va être pouls, tension, température, mobilité oculaire pour vérifier que l'abcès ne s'est pas étendu, qu'il n'y a pas une sous-logette, que vous n'ayez mal drainé quand vous avez fait votre chirurgie, et l'état de conscience à cause des risques de complications neuroméningées avec les méningites notamment chez ces enfants.